On est dans le roman à propos de l'Iran, on raconte Dracula. En réalité, le problème n'est pas... La chose intéressante n'est pas ce qu'on vient de dire, c'est tout ce qu'on cache. C'est qu'au Moyen-Orient, les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Iran, les États-Unis? Il y avait un Premier ministre qui a démocratiquement dit un jour, 1953, le pétrole, tout va dans les poches des multinationales, il faudrait quand même que ça profite un petit peu à mon peuple aussi. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Coup d'État renversé. C'était Mossadegh. Voilà, c'était Mossadegh, exactement. Et à la place, on a installé la dictature militaire du Shah d'Iran. La police politique, la SAVAK, a torturé, emprisonné, assassiné des dizaines de milliers de gens. Ça, c'est la démocratie des États-Unis en Iran. Maintenant, on nous dit, oui, mais l'Iran a des armes de destruction massive. On nous a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut, mais on recommence. Parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc, l'Iran des armes pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 150 têtes nucléaires. Ça, c'est les bonnes bombes, peut-être. Donc, l'Israël, qui est l'État le plus raciste au monde, qui a chassé les Palestiniens de leurs terres, qui viole toutes les résolutions des Nations Unies, l'Israël... Non mais qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui? Non mais enfin vous dites n'importe quoi. Est-ce que je vous ai interrompu? Vous expliquez qu'il y avait la SAVAK... envers les spectateurs... Non mais enfin... Terminé Michel Collomb. On ne peut pas laisser passer des énormités pareilles. Mais vous avez dit des énormités, oui. mais j'étais poli, j'ai laissé les spectateurs vous entendre. Oui. En essayant de m'interrompre, vous donnez l'impression que vous avez peur de ce que je vais dire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous assure que je suis très calme là-dessus. Laissez-moi aller jusqu'au bout, alors, par politesse envers les spectateurs. Allez-y, non, enfin, que la SAVAK n'existe plus, c'est quand même un peu énorme. Bafoue les résolutions de l'ONU depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leurs terres. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice. C'est aussi simple que ça. Cancel. Pour un petit rappel, la situation de l'Iran et des bases américaines qui l'entourent, c'était dans le dessous des cartes, l'émission de Jean-Christophe Victor. Je vous invite justement à regarder la carte. Depuis novembre 2001, avec la traque des réseaux Al-Qaïda, le pays constate l'installation de facilités militaires américaines au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Elle complète au sud les bases américaines dans le Golfe. À l'est, en Afghanistan, l'Iran est maintenant débarrassé du régime taliban qu'il a toujours combattu, mais ce pays est toujours aussi pauvre, toujours aussi instable, et il y a maintenant à Kaboul un gouvernement central mis en place par les États-Unis. Au sud-est, le Pakistan, également instable, est totalement écartelé entre les choix de politique extérieure du gouvernement, apparemment pro-américain, et les adhésions profondes de la société pakistanaise, musulmane et anti-américaine. Enfin, à l'ouest, évidemment, l'Irak. Avec la fin de la dictature de Saddam Hussein, le régime de Bagdad cesse d'être menaçant pour l'Iran. Mais s'installe à la place un régime, là aussi favorable aux intérêts américains, et qui permettra, à terme, la présence de bases militaires américaines. Donc notre carte le montre bien, l'Iran est encerclé par des pays désormais proches des intérêts américains. Herbert, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'image de l'Iran encerclé par les bases américaines? En fait, c'est encerclé. Vous voyez la carte. Il y a deux armées, grandes armées américaines à la frontière. Et c'est Bush qui a menacé beaucoup de fois l'Iran. C'est en fait les États-Unis peuvent attaquer l'Iran. Il y a, comment dirais-je, une paranoïa de la part des Iraniens. Justement, paranoïa de la part des Iraniens qui ferait suite aux menaces nombreuses des Américains. On se souvient que les Américains avaient d'ores et déjà menacé l'Irak avant de l'envahir. On a entendu George Bush avant-hier, dans son discours de sortie, comme on les appelle, reconnaître une erreur. Ce serait d'avoir cru le renseignement en 2003. On va écouter tout de suite George Bush se confessant. The biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. A lot of people put their reputations on the line and said, you know, the weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. It wasn't just people in my administration, and you know, that's not a do-over. But I wish the intelligence had been different, I guess.
Vous y croyez, George Bush, victime du renseignement américain, vous qui avez été chef de la CIA? Il ment 100%. Parce que j'étais chef de renseignement de la CIA. Jusqu'en 1995, vous ne l'étiez plus. Il n'y a pas de renseignement. Ouais. Et il y a un type qui est venu en Jordanie qui a dit, c'est Saddam Hussein qui a détruit tous les armes nucléaires et tout. Il ment. Michel Collomb? Oui, Bush a menti effectivement avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports avec des chantages, avec des pressions, avec des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler le pétrole et il a obligé les services de renseignement à déposer de faux rapports. Donc, quand on dit que les États-Unis viennent au Moyen-Orient parce qu'on les invite, je ne sais pas si le régime saoudien ou le régime koweïtien a tellement d'indépendance qu'il pourrait décider, tiens, invitons les États-Unis. Soyons sérieux, c'est des marionnettes. Et donc, quand les États-Unis disent « invitez-nous », ben ça se passe. Le problème avec les États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flic dans la région, sert de gendarme, parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, ce n'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices. C'est pas assez, donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les États-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner parce qu'il voulait aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Evo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique, dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les États-Unis sont là et disent « il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte, etc. » Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde et qu'ils veulent le contrôler partout. Un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte, et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique. Donc Israël, il sert juste de flic dans cette stratégie-là. Il est très généreux parce qu'en réalité, les États-Unis ont essayé d'empêcher l'approvisionnement de la Chine en pétrole et en gaz et de contrôler le pétrole et le gaz de la mer Caspienne et de l'Asie centrale. Et donc, contre la domination des États-Unis sur le pétrole dans le monde entier, parce que ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres économiques, ce sont des guerres pour le fric, il faut le dire. Contre cette domination, il y a maintenant en Asie un phénomène nouveau et important, c'est que la Russie, la Chine et une série de républiques d'Asie centrale se sont unies dans l'organisation de la coopération de Shanghai, qui est un phénomène très très important, avec l'Inde, l'Iran, etc., le Pakistan, je crois, comme observateurs. C'est-à-dire que l'Asie en a marre que les États-Unis prétendent dominer partout où ils sont et prétendent dire ce qu'ils doivent faire. L'Asie veut se développer de façon autonome et par une façon indépendante des États-Unis. Alors, les États-Unis veulent, je l'ai dit et je le maintiens, contrôler le pétrole partout où il est dans le monde pour gagner de l'argent et pour tenir le robinet du pétrole par rapport à toutes les autres grandes puissances. Là, on est dans une représentation. Et vous le trouvez dans des textes des États-Unis. Il faut lire les revues militaires. Là, maintenant, il y a les choses qu'on dit à la télévision. Mais en réalité, quand vous lisez les revues militaires stratégiques des États-Unis ou les trucs du Wall Street Journal, etc., ils disent bien « nous devons contrôler le pétrole nous-mêmes oui, ». Et ici, on est dans une représentation de télévision et on m'a accusé d'être anti-israélien et que je calomniais Israël et que je les porterais comme je m'attendais, parce que je sais que vous êtes dans un lobby israélien. Je vais vous prendre une petite déclaration de David Ben Gurion, certainement une source que vous allez respecter, qui disait... donc c'est le fondateur de l'État d'Israël en 1948, qui disait « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Ils ne voient qu'une seule chose, nous sommes venus et nous avons volé leurs terres. Pourquoi devraient-ils accepter cela ?» Ça, c'est la réalité de ce que pensent les dirigeants d'Israël. Et ici, on est juste dans un show pour la télévision.